Bonjour, bienvenue à Zone d'inconfort. Mon nom est Éric Leblond. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à la performance dans une équipe. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une équipe est performante et comment qu'on fait pour faire perdurer la performance dans une équipe? Donc, c'est un gros sujet et c'est pour ça que j'ai demandé à Isabelle Carrier et Marie-Hélène Couette de m'aider à y voir plus clair là-dedans. Donc, bon épisode! Et on va essayer quelque chose cette semaine. OK? Je vais vous dire, moi, ce que je pense de la performance. Je vais dire c'est quoi mon point de vue, puis on va partir de ça. D'habitude, je le dis à la fin, puis je m'arrange pour que les gens ils donnent la réponse lors des 30 minutes. Mais non, on va faire ça à l'envers cette semaine. Moi, je pense que la performance en entreprise, c'est pas nécessairement un objectif, mais c'est plus une conséquence. Tu sais, c'est une finalité. Pour moi, si les gens sont confortables au travail, s'ils ont de la reconnaissance, s'ils sont en sécurité psychologique, si on reconnaît leur expertise et tout ça, bien, les performances, ils vont venir naturellement. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux gestionnaires, généralement, tu sais, qui focus sur les OKR, tu sais, les Objective and Key Results et tout ça. Fait que ça, c'est ça que je pense. Mais est-ce que je suis trop simple, mon affaire? T'sais, ou bien s'il y a quand même d'autres facteurs qu'il faudrait qu'on tienne compte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Je peux y aller. Oui, vas-y. Non, vas-y. Ah, ben vas-y, non, je pense que je suis très d'accord avec toi, en fait, parce que je pense pas qu'on peut définir la performance de façon très claire, là, de dire c'est quoi être performant, tu sais, puis ça prend une forme qui est différente pour chaque rôle, une forme qui est différente dans chaque entreprise, puis même dans le même rôle, peut-être qu'à l'année 2025 puis à l'année 2026, c'est pas du tout la même définition de ce que c'est être performant, tu sais, on pense avec tout ce qui vient d'innovation, mais aussi les enjeux qui sont les plus critiques. Si cette année, ce qu'il faut que je fasse pour être performant, c'est, je sais pas, d'augmenter mes revenus, mais l'année prochaine, ce qu'il faut que je fasse pour être performant, c'est diminuer mes dépenses. C'est deux approches très différentes dans une organisation. Oui, pour toi personnellement, ou tu parles... je parle maintenant en tant qu'organisation. Pour l'organisation, Oui, c'est ça. Okay. Fait que c'est sûr que pour chaque individu, ça va être un peu la même chose. Tu peux pas tellement définir la performance de façon... universelle. Universelle, ouais, c'est ça. Fait que je suis d'accord avec toi que c'est plus une conséquence de... Bon, si on met en place les bons outils, les bonnes stratégies, la bonne culture, on peut avoir comme conséquence de la performance, mais la performance en tant que telle est très difficile à cristalliser. Oui. Ouais. Toi, Isabelle, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, écoute, moi, je suis très d'accord avec ce que tu dis, avec ce que tu énonces, parce que la performance, ça peut prendre différents angles, ça peut être influencé par différents facteurs. Tu sais, ton équipe, ton gestionnaire, tes collègues. Ouais. Il y a plein d'influences sur la performance. Si les attentes sont trop élevées à ton égard, ben là, ça peut engendrer de l'anxiété. Mais si c'est le bon niveau d'attente, là, tu vas être dans ta zone de confort, puis tu vas performer. Tu parlais d'avoir un cadre de sécurité psychologique, ben c'est tout à fait ça. Si tu as un bon cadre de sécurité, ben tu vas être à l'aise, tu vas pouvoir t'exprimer librement, tu vas pouvoir donner ton meilleur. Mais si tu sens que ton gestionnaire te met de la pression, que tu n'as pas totalement sa confiance, ben tu peux être performant parce que tu vas avoir peur, mais tu vas faire de l'anxiété puis ça ne sera pas souhaitable. Fait que ça prend différents... je dirais que la performance, c'est avec ce que tu as énoncé en introduction, c'est vraiment comme la clé du succès. Oui, mais je suis content de savoir que je n'étais pas dans le champ. Mais en même temps, je comprends les gestionnaires, tu sais, eux autres qui ont leur objectif à amener. Donc, moi, je vois vraiment un décalage entre, tu sais, la haute direction qui, eux, sont dans les objectifs. Il faut arriver à un résultat. Puis là, moi, j'arrive avec les gestionnaires puis je leur dis... Tu n'as pas des résultats, là. T'sais, assure-toi que ton monde soit heureux de venir travailler tous les matins. Puis les performances vont venir par... C'est difficile, mais justement, j'ai lu à propos des OKR, là, les Objective and Key Results. En français, mettons objectifs et résultats clés, mettons. Puis il y avait une quote que je trouvais intéressante. On finit souvent par optimiser ce qu'on mesure, même si ce qu'on mesure ne sert à rien. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là, à propos? Est-ce qu'il y a une obsession des résultats en entreprise? C'est complémentaire, selon moi. OK. Tu
tu sais, on a besoin, comme employé, on a besoin d'alignement. On a besoin d'avoir des objectifs clairs. On a besoin de savoir que les objectifs, là, tu sais, ils vont être mesurables puis qu'ils vont être définissables dans le temps. Là, tu sais, ce qu'on appelle le SMART, là, qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, ou, tu sais, réellement performant, puis défini dans le temps. Bien, d'avoir ça permet d'avoir un portrait, OK? D'avoir une photo, de dire, bien, tu sais, comme équipe, là, on vise tel objectif. Exemple, je veux augmenter mon taux de clic de 20 d'ici juin. Allez, c'est clair. Fait que tu vas mettre tes efforts en fonction de ça. Mais qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas donner ton meilleur? Bien, ça va être vraiment tout ce qu'on a énoncé, là, ça, la sécurité psychologique, être encouragé par son gestionnaire, avoir une belle collaboration d'équipe, tout ça va influencer la performance, mais je pense que les deux sont complémentaires. OK. Oui, un ne va pas sans l'autre, en fait. Oui, je suis assez d'accord que la vision puis la clarté est nécessaire. On peut pas attendre de la performance si les gens ne savent pas ce qui est attendu d'eux puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis pour ce qui est des OKR spécifiquement, je trouve ça drôle parce que c'est un constat que j'ai fait qu'il y a beaucoup d'organisations qui ne semblent pas non plus l'avoir saisi ou qui ne l'utilisent pas nécessairement 100% de la façon qui est la plus, je veux dire, optimale pour favoriser l'engagement. Fait que c'est sûr que de s'assurer que les gens contribuent à définir ces OKR-là. On peut en avoir à haut niveau, mais quand on descend ça dans les équipes, il faut que les gens ils puissent participer aussi à déterminer c'est quoi nos objectifs puis nos résultats clés. Ça, c'est un aspect de ce qui n'est pas toujours le cas. C'est vraiment pas toujours le cas. Même rarement le cas. Oui, c'est vrai. Par expérience. Mais aussi de ne pas oublier que c'est les résultats clés, c'est supposé être des indicateurs qu'on avance dans notre objectif. Fait que les résultats clés, on n'est pas obligé de les atteindre à 100%, puis on n'est pas obligé de tous les atteindre. Puis ça, il y a personne qui aime ça entendre ça, mais il devrait être assez ambitieux pour que si tu l'atteignes à 80%, tu sais que tu es sur la bonne track. Tu es dans la bonne direction. C'est ça. Puis le but des OKR, c'est d'avoir justement de la vision puis de se donner plusieurs chiffres qui nous permettent de savoir qu'on avance dans la bonne direction. Puis l'exemple le plus simple que j'aime avec ça, c'est, supposons je dis, moi, je veux être en forme pour monter le Kilimanjaro. Bien, des indicateurs clés de ça ou des résultats clés qui peuvent me laisser croire que je suis dans la bonne forme, c'est que je suis rendue capable de marcher, je sais pas, 10 km par jour, je suis capable j'ai peut-être perdu du poids, peu importe c'est quoi, mais c'est pas vrai que juste le fait de perdre du poids fait que je suis prête à monter le Kilimanjaro, tu sais. Fait qu'il faut quand même garder ça comme des résultats qui nous laissent savoir qu'on avance dans la bonne direction. Okay. Je pense que ça change vraiment beaucoup comment on utilise nos OKR puis comment ça s'applique dans les équipes aussi. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que tu parles des OKR, parce que la manière que tu en parles, je pense que tu argumentes souvent ça avec les chefs d'entreprise. D'ailleurs, toi, Marie-Hélène Couette, tu es stratège en performance organisationnelle chez Podium. Puis tu as écrit un livre qui s'appelle Cultiver l'expérience interne en développant des champions. Puis tu sais, on va... Une des raisons pour lesquelles je t'ai invité, c'est parce que tu gères beaucoup, tu travailles beaucoup en gestion de connaissances auprès des entreprises. Puis moi, j'imagine que ça, c'est relié de près à la gestion de la performance. Et quand on parle de performance, bien, la gestion des connaissances, là, c'est quand même proche de ça. Puis Isabelle, tu pourrais aussi enchérir là-dessus, mais je serais curieux de t'entendre là-dessus. Oui, bien, je pense que vous avez parlé tantôt de sécurité psychologique. Pour être performant, il faut savoir qu'on est dans un environnement où on peut être bien, on peut être nous-mêmes, mais il faut aussi des compétences, tu sais. Fait qu'il faut savoir que je peux être autonome à faire mon travail. J'ai pas besoin de me faire tenir la main à chaque fois que je veux faire une tâche. J'ai pas besoin d'aller poser des questions à chaque fois que je veux avancer dans mon travail. Fait que, tu sais, ça fait partie de la sécurité psychologique, entre autres. Fait que la gestion des connaissances, d'un point de vue organisation, c'est super stratégique de s'assurer qu'on protège notre expertise clé. Tu sais, qu'on dit, on a des personnes à l'interne qui ont développé une expertise chez nous, on veut s'assurer qu'elle soit documentée, partagée, etc. Mais pour les employés, c'est aussi un moyen de dire, j'ai accès à toutes ces connaissances-là et je peux par moi-même commencer à gagner en autonomie, éventuellement prendre plus de décisions. Est-ce que ça veut dire développer des compétences pour changer de rôle à l'interne? Est-ce que c'est juste d'être plus polyvalent dans ce que je fais? Tu sais, ça dépend de chaque individu, chaque organisation, mais la gestion des connaissances, c'est vraiment un super outil pour la performance parce qu'on développe l'autonomie de nos employés. Puis qu'est-ce que tu appelles des champions, toi? Ouais, ben pour moi, les champions, c'est tous ceux qui partagent leurs connaissances. Fait que,
Oui, c'est ceux ça le qui la critère pour ressentent. toi d'un champion, d'une championne, d'un champion? Oui, exact. C'est OK. quelqu'un qui a envie de contribuer à... Puis chacun peut contribuer à sa façon. Il y en a qui vont être beaucoup plus reconnus dans l'entreprise parce qu'ils prennent beaucoup de place, ils sont des experts. Tu sais, c'est la seule personne qui sait faire ça, donc on la met peut-être sur un piédestal. Mais il y a aussi des champions, je dis, en arrière-scène, là, ceux qu'on se rend pas compte, mais ils ont tellement absorbé beaucoup de connaissances. Les champions tranquilles, là, comme oui, on c'est les ça, appelle, exact. là. Puis quand ces gens-là, tu commences à les impliquer puis à les faire contribuer à des stratégies de gestion de connaissances, ils sont vraiment, vraiment motivés. Mais tu viens vraiment de bâtir un beau pont pour parler d'Isabelle ici, que je considère comme étant une championne. En tout cas, quand j'ai pensé à inviter des gens, j'ai pensé à toi tout de suite, Marie-Hélène, mais aussi, je me suis dit, quand j'ai vu champion, j'ai dit, ben moi, Isabelle, je te considère comme une championne dans ton entreprise. Merci. Tu travailles chez Desjardins, puis tu es rédactrice en expérience utilisateur chez Desjardins. Puis ça fait un bout de temps que je te connais, ça fait quand même plusieurs années. On ne dira pas le nombre d'années. On ne dira pas le nombre d'années. Mais quand même... Plus de 20 ans, on va dire. Oui, c'est ça. Et moins de 45. Non, c'est pas vrai. Mais toi, comme je vois ton rôle, c'est t'es conseillère principale. Pour moi, c'est une façon de dire, puis je me trompe peut-être, mais c'est une façon de dire que Isabelle est une membre de l'équipe, mais comme un pilier de l'équipe. Quelqu'un qu'on va aller, sur lequel les gens peuvent un petit peu s'accoter, là, entre guillemets, là, pour justement partager les connaissances puis développer l'expertise. Est-ce que je me trompe ou bien? Non, c'est ça. Chez Desjardins, on encourage, dans le fond, les personnes qui ont plus d'expérience, qui sont plus seniors, de prendre des mandats qui les interpellent, pour lesquels les personnes ont de l'intérêt. Par exemple, on va avoir des gens qui vont s'investir chez nous en langage clair. Dans mon cas, je me suis vraiment plus documentée puis informée depuis les 3 dernières années sur tout ce qui est l'intelligence artificielle générative. Donc, l'accumulation de ces connaissances-là, bien, pour que nos équipes soient performantes, il faut savoir les partager. Donc, c'est sûr qu'on a des experts dans nos équipes qui vont parfois donner des ateliers, des formations, puis c'est bénéfique pour l'ensemble de l'équipe ou de l'expertise pour pouvoir monter en compétences. Donc, puis atteindre, dans le fond, nos objectifs de performance. Donc, puis, tu sais, ces gens-là, dans le fond, les différents champions comme on appelle, ben dans le fond, c'est des leaders naturels qui vont encourager les autres, qui vont s'assurer que tout le monde comprend. Il y a vraiment de l'entraide aussi. Tout ça contribue à les performances de l'équipe aussi. Ouais. Là. Ouais. OK, donc ça m'amène aussi sur le sujet que je pense que dans une équipe, c'est important d'avoir différents profils et pas simplement avoir des experts dans une équipe. C'est parce que bien souvent, on me dit souvent, on va aller chercher des rockstars. Ce qu'on veut, c'est pas un junior, c'est un rockstar. Puis moi, je me dis, ce qu'on veut, c'est des gens qui correspondent à nos valeurs, puis qui veulent avancer, qui veulent évoluer. Puis, mais ça, j'ai de la misère aussi des fois à faire comprendre ça aux gestionnaires, qu'eux autres disent, ben là, on veut pas avoir de problème, fait qu'on va on va embaucher quelqu'un qui a 25 ans d'expérience, puis tout ça, mais est-ce que, pour moi, l'équation ne se fait pas par rapport à l'efficacité d'une personne, de la performance d'une personne? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien, c'est de valoriser tes gens à l'interne. Tes gens à l'interne, ils ont une soif de pouvoir monter en compétences, ils ont une soif d'évoluer dans leur rôle. Donc, de faire confiance déjà aux gens qui sont en place, puis leur donner les outils pour pouvoir, se former, pour pouvoir, justement, leur donner des mandats dans leurs intérêts, pour qu'ils puissent, dans le fond, un peu montrer leur savoir-faire, mais que ça bénéficie aussi au reste de l'équipe, bien, de montrer qu'on a dans le fond, c'est de leur démontrer une reconnaissance que ces personnes-là, bien, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils sont au sein d'une entreprise, bien, c'est valorisé. Puis, comme ça, on n'a pas besoin d'aller chercher des gens à l'externe, là, puis des rockstars qui débarquent, là, puis qui... Tu sais, dans le fond, on peut valoriser les gens qu'on a déjà, là. 100%. Oui, puis tu sais, je pense que d'aller chercher
le besoin d'aller chercher des rockstars est un indicateur que tu n'as pas mis en place ce qu'il faut pour que les gens, soit les gens à l'interne ou soit des juniors, puissent se développer, ramp up. Là, fait que ça veut dire qu'il y a probablement des choses sur lesquelles il faut que tu travailles à l'interne dans ton organisation parce que t'as beau aller chercher une rockstar, elle va te coûter extrêmement cher à aller chercher. Elle peut partir de la même façon. Ces gens-là sont un petit peu plus volatiles parce qu'ils savent qu'ils ont la possibilité de négocier ou de trouver mieux. Puis là, je dis pas qu'on veut aller chercher du monde cheap, là, c'est pas ça mon point, là, mais d'être capable de dire, bon, ben, est-ce qu'on peut s'organiser pour que quand on va chercher des juniors, on a ce qu'il faut pour qu'ils deviennent des rockstars, puis on leur donne ça, cette expérience-là, cette opportunité-là à l'interne. Ben, d'un niveau engagement puis niveau mobilisation, c'est sûr qu'on va aller chercher quelque chose de super intéressant là, mais en plus, on s'assure que si les gens décident de partir, ben on le sait qu'on peut rembarquer quelqu'un puis on a tout ce qu'il faut en place pour que on puisse le refaire et le refaire et le refaire. Tu sais, on n'est pas « Ah, bon, ben, l'expert est parti. Qu'est-ce qu'on fait? » Je me suis auto-censurée, là. Oui, c'est ça. Oui, OK, je comprends. J'aimerais tantôt, Isabelle, tu parlais de l'intelligence artificielle. Évidemment, ça, c'est l'éléphant qui est dans toutes les pièces, dans toutes les entreprises, là. Tu sais, là, on est encore en adaptation avec l'intelligence artificielle. On ne sait pas trop quoi faire avec cette bébête-là qui est fantastique, mais qui en même temps qui est très intimidante pour beaucoup d'entreprises. Tu sais, il y a les données, ils disent que genre 80% des entreprises ont intégré l'AI, mais que à peu près 5% d'entre elles voient des résultats tangibles à date. Ça veut dire qu'on est encore en train d'apprivoiser cette technique-là. En mode découverte encore, oui. Oui, c'est ça. Mais moi, je veux savoir, tu sais, est-ce qu'il n'y a pas un danger que l'IA va niveler les performances ou bien ça va-tu rendre tout le monde moyen, mettons? Ou bien s'il y a moyen, tu sais, d'arriver à quelque chose si ça peut comme stimuler les performances au travail? D'après moi, c'est un levier pour améliorer notre efficacité. L'humain est encore super important. Puis, tu sais, l'IAG ou, tu sais, l'intelligence artificielle générative, ben tu sais, c'est pas un mentor, c'est un stagiaire. C'est à toi de lui donner tes instructions. Bon, c'est à toi de le valider. Puis lui, là, il va vouloir te plaire. Donc, il va te sortir des sources. Mais c'est-tu vraiment fiable? Il faut aller voir les sources. Puis c'est comme ça que Puis il y a une façon de entraîner, entre guillemets, là, ton IAG, c'est à force de lui demander, de lui donner un rôle, de lui donner des actions, un contexte précis. Tu donnes du contexte. Il faut que tu donnes du contexte, puis il faut que tu sois précis. Puis là, à ce moment-là, il va te produire quelque chose qui va être vraiment plus pertinent. Mais c'est-tu bon du premier coup? Je dirais, c'est pas mal, c'est pas si mal, mais ça prend la touche humaine pour l'adapter selon ton contexte. Tu sais, parfois, il va te produire quelque chose, oups, c'est pas tout à fait ça, mais ça sera jamais 100% bon, là. Donc, on a besoin encore de l'humain pour le diriger, là, tu sais. C'est vraiment plus comme, moi, je le vois comme, c'est un outil, là, comme antidote quand il est arrivé dans nos vies, ben oui, il peut corriger mon texte. Tu sais, je le vois vraiment comme un outil qui va améliorer notre efficacité, pas pour nous remplacer. Okay. Ouais. Puis je pense qu'il y a plusieurs types d'IA, puis il y a différentes façons d'utiliser. Ça ne s'applique pas à tous les postes, à tous les rôles. Tout est vraiment dans un contexte où justement l'IA générative s'applique bien. Mon conjoint qui est programmeur, je le vois à quel point il utilise énormément cet outil-là. Et ça optimise beaucoup. Il m'a dit ce midi qu'il a fait, je pense, l'équivalent de 2 semaines de travail en une journée. Là, fait que c'est impressionnant. Oui, c'est vraiment impressionnant. Mais dans d'autres contextes, ben, il y a beaucoup de métiers où l'IA, ça va être long avant que ça vienne toucher quoi que ce soit de ce qu'ils font. Il y a aussi des contextes d'utilisation, moi, justement, gestion des connaissances, où là, ce qu'on a fait, c'est plus utiliser l'intelligence artificielle pour aller fouiller dans des bases de connaissances. Fait que rendre la connaissance plus accessible. Puis là-dessus, je pense que ton terme d'efficacité est vraiment le bon. C'est que c'est encore des humains qui, supposons qu'on est dans un département de service à la clientèle, c'est encore des humains qui répondent au téléphone. On a besoin d'avoir ce contact-là avec les clients. Mais quand ces agents-là ont des questions, au lieu de l'écrire dans Teams puis attendre qu'un superviseur réponde ou que quelqu'un puisse prendre la ligne ou quoi que ce soit, ben là, ils peuvent poser leurs questions à un bot basé sur les connaissances qui ont été documentées par leurs collègues et vérifiées. Puis 80% des cas, on va être capable d'aller accélérer ce processus-là. Fait que la personne au bout du téléphone a une meilleure expérience client. L'agent est plus autonome à trouver ses réponses.
Là, c'est vraiment une question d'efficacité puis d'expérience. On n'est pas en train de remplacer des jobs. Au contraire, on est peut-être en train de se faire de la place pour avoir des nouveaux... une meilleure qualité de travail. Oui. Je pense que c'est... On est en train de rebrasser les affaires un peu et on n'est pas en train d'éliminer nécessairement des choses. On est en train de les rebrasser un petit peu. Puis je pense aussi que les entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est les entreprises qui peuvent s'adapter, qui sont flexibles, puis qui ont des employés qui sont flexibles également. Fait qui ne sont pas campés dans leur rôle. C'est à 100%. Fait que je pense que la clé va être là beaucoup. Là. Puis j'ai l'impression que dans 15 ans, il y a quelqu'un qui va écouter le podcast, il va dire, mon Dieu Seigneur, tu sais, de quoi qu'il parle? C'est ça. On parle de VHS puis de ça, là. Non, mais là, c'est un enjeu là, aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ça va tellement vite qu'on ne se posera même plus ces questions là, plus tard. Si vous appréciez les discussions du balado, je vous conseille fortement de vous procurer Leader, un livre que j'ai écrit, principalement pour parler des zones d'inconfort en milieu de travail vécues par les gestionnaires, mais aussi par les employés. Donc, c'est disponible dans toutes les librairies et j'ai placé le lien en description. Si on tombe dans les performances individuelles, c'est quoi les qualités individuelles d'une personne qu'on peut dire qui est performante? Mettons que vous êtes gestionnaire, vous êtes boss, puis vous dites, cette personne-là est performante. C'est pas uniquement une personne, selon moi, qui travaille vite. C'est quoi la performance? Tu l'as dit un petit peu, hein, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter parce que tout évolue rapidement. Fait que ça prend une bonne capacité d'adaptation. Selon moi, ça prend aussi une bonne concentration. Il faut savoir rester focus dans la vie parce qu'on a tellement accès à plein de distractions. Le Teams qui flash, puis que là, tu dis, oh mon Dieu, je suis en train de faire ça, mais là, oh mon Dieu, c'est-tu important? Là, tu n'es plus focus sur la tâche principale que tu dois faire. Donc, ça prend de la discipline, tu sais. Donc, pour pouvoir te planifier, prioriser tes tâches selon tes objectifs, pas se faire, déranger par les demandes de tous et chacun. Donc, il faut savoir dire non quand c'est le moment ou dire, ben si ça presse pas, je vais te le planifier. Mais tu sais, Fait que ça, c'est des bonnes qualités. Il faut être persévérant. Parce qu'on fait pas... c'est pas du premier coup. Hein, la performance, c'est pas quelque chose d'instantané. C'est pas comme « je me mets à marcher tous les jours », pour reprendre ton exemple. Puis, mon Dieu, j'ai même pas perdu une livre. Non, il faut que tu sois persévérante, malheureusement. C'est pas du jour au lendemain que ça arrive. Donc, il y a beaucoup de ça. Fait que là, c'est toutes des choses à la tête que tu m'as nommées, c'est en dehors de l'intellect pur, là, en dehors de l'intelligence pure. Là, c'est ça. C'est beaucoup une question d'attitude. Oui, puis d'avoir la bonne attitude, d'être déterminé. Oui, puis tu as parlé beaucoup d'intrinsèque, mais il y a aussi toutes les qualités extrinsèques, on va dire, d'être capable de lever la main quand on a besoin d'aide, d'être capable de lever la main quand il y a quelque chose, on réalise qu'on n'atteindra pas un objectif. Tu sais, je pense que ça, c'est une des qualités les plus sous-estimées. Les gens pensent automatiquement, il faut que je sois performant, donc autonome et indépendant, mais non, absolument pas. Il faut être capable de collaborer, puis il faut être capable de dire, OK, et à l'inverse, dire, hey, Éric, je pense que ça a l'air super bien ce que tu as fait, mais tu n'atteindras pas les objectifs, veux-tu de l'aide? Tu sais, d'être capable de l'offrir. Non, j'ai pas besoin d'aide, Marie-Hélène, merci beaucoup. Bon, je suis quelqu'un de performant. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est ça, la communication, la collaboration, être capable de reconnaître qu'on n'atteindra pas un objectif, c'est tout aussi des qualités super importantes à la performance. Mais tellement. Faut pas oublier qu'à moins qu'on soit tout seul dans notre entreprise, on a besoin des autres pour réussir. Tu sais, tout à fait raison. Fait qu'il faut avoir l'humilité. Il faut avoir l'humilité de lever la main, puis de dire, hey, sais-tu quoi, je suis pas à l'aise là-dedans, j'ai besoin d'aide. Ça, c'est ce qui est beaucoup, c'est ce qui est à l'origine de beaucoup de burn-out aussi dans les entreprises, parce qu'il y a des gens qui se mettent tellement de pression, d'anxiété de performance, puis ils disent, je veux leur prouver que je suis bon, puis je suis capable, je suis autonome, parce que il suffit qu'un employeur te dise, moi j'ai besoin des gens qui sont autonomes. L'autonomie, ça veut pas dire ne jamais dire un mot. Là. Non, absolument pas. C'est ça qui est tough. Là. Puis en même temps, Isabelle, tu me parlais de gens qui sont, qu'il faut qu'ils soient focus, puis tout ça. Puis, qui élimine les distractions et tout ça. Mais c'est drôle, il y a une personne, une fille en entreprise, à un moment donné, qui m'avait dit, elle disait, hey, moi, quand je travaille, j'ai besoin d'écouter des podcasts pendant ce temps-là. Fait qu'elle dit, mais je travaille, là, Éric, là, inquiète-toi pas, je travaille, tu sais. Je trouvais ça difficile, mais en même temps, elle livrait tout le temps. Fait que, tu sais, aussi... Pour faire du pouce, moi aussi, je suis comme toi, là, tu sais, genre, il faut démarrer le flow, là, qu'ils appellent, là, tu sais, être focus, mais il y a des gens, là, qui ont besoin de cette stimulation-là, puis ils arrivent à faire leur travail pareil. Fait que, tu sais, en entreprise, autant
faut que les gens soient flexibles en entreprise, mais il faut que l'entreprise catch qu'on est tous une personnalité unique dans l'entreprise également. Oui, une personnalité, puis nos variations dans une journée, puis je parle pour les femmes, un cycle mensuel aussi à tenir en compte qui peut affecter la performance, tu sais. Fait que de penser que du lundi au vendredi, de 9h à 5h, on est exactement au même niveau de performance, c'est un mythe, tu sais. Fait que tout le monde a ses courbes, tout le monde a ses moments forts, ses moments de distraction. Puis, je pense que si on est capable, comme tu dis, comme organisation, d'être flexible autour de ça, ça peut être intéressant parce que là, on permet aux gens d'être dans leur zone de flow. Ouais. Ils vont être vraiment... Ça m'amène, justement, on parle de flexibilité, mais vivre la pandémie pour une chose, c'est qu'on a pu faire du télétravail. Puis, tu sais, autant les entreprises, les dirigeants, ils étaient réfractaires quand on demandait d'avoir une couple de journées en télétravail pour se concentrer sur un livrable. Ils n'étaient pas à l'aise, il ne fallait pas abuser. Puis autant, quand c'est arrivé la pandémie puis qu'on était tous chez nous, ils ont vu qu'on a livré pareil. Donc, ça a apporté beaucoup de... Bien, de un, je peux dire que j'étais bien plus performante chez moi parce que j'étais pas distraite à gauche, à droite, j'étais focus. Ça, c'était trop, là, par exemple. T'es du soir au matin, vissé à ta chaise, puis là, go, go, go. Ça, c'est pas mieux, mais en même temps, je livrais, puis je pouvais livrer plus parce que j'étais tranquille chez moi. Ouais. Mais on a goûté à ça. Fait que ça, c'est intéressant, cette flexibilité-là. Puis, comme tu disais, ça se peut que tu files moins bien un après-midi, mais ça se peut que tu sois super en forme le soir. Mais la flexibilité du travail aujourd'hui, c'est ça que ça permet. Puis oui, quelque part, ça l'aide à la performance. Mais tu sais, ce qu'on dit, la nécessité est mère de toute invention. Là, fait que je pense que ça a pris une pandémie pour faire réaliser bien les affaires, pour casser un petit peu des réflexes qu'il y avait en entreprise qui existaient depuis 100 ans. Là. Fait que oui, effectivement, c'est sûr que avoir eu le choix, j'aurais pas voulu avoir de pandémie, là, c'est sûr. Là. Mais quand même, si ça prenait ça pour certaines choses, c'était bien. Mais malgré qu'on voit comme une espèce de retour au bureau, là, que je vois que la tendance est de ramener un petit peu plus les gens au bureau. En tout cas, moi, je suis un apôtre de la flexibilité, puis ces gens, on n'est pas tous pareils, comme tu te dis, Marie-Hélène, tu sais, fait que moi, là, si ça me tente de travailler le samedi, là, ben, tu sais, je vais travailler, là. Encore une fois, c'est une question de métier aussi, là, tu sais. Aussi, si t'es garagiste, puis le garage est ouvert de telle heure à telle heure, c'est ça, tu sais, fait qu'il y a de la flexibilité dans un contexte, là, mais quand même, moi aussi, je suis d'accord, si t'es capable de donner ça à tes employés, ça peut être un outil de performance incroyable. Après, c'est aussi une question d'encadrement. Oui. Encadrement n'est pas de over-surveiller quelqu'un, là, tu sais, c'est pas d'être par-dessus son épaule à chaque étape, mais moi, j'ai toujours dit, dis-moi, il est grand comment le carré de sable, je vais te faire le plus beau château. Puis, tu sais, je le vois vraiment comme ça. C'est bien. Ah oui. Si le carré de sable est assez grand, ben les gens, ils vont utiliser ils vont utiliser les ressources que tu leur donnes. Si tu es tout le temps... Mais il faut que tu le définisses, ton carré de sable. Mais il faut que tu le définisses, oui, c'est ça. Si ça, c'est la plage, mais il y a quelqu'un, aussitôt que tu t'éloignes un peu trop, je suis en train de te crier après pour que tu reviennes. On n'avance pas. Fait que c'est ça. Je pense encadrement, clarté, on parlait tantôt de vision, objectif. Confiance, avoir confiance. T'sais. Moi, je dis souvent aussi aux employeurs, vous travaillez avec des adultes, oubliez-le pas, ça. Des fois, on a tendance à infantiliser les employés. Mais tu travailles avec des adultes, fais-leur confiance comme tu ferais confiance, tu sais, je sais pas, à ton frère, ta soeur ou je sais pas quoi, pour quelque chose, là, tu sais, c'est vraiment important. Là. Les gestionnaires sont des employés aussi, là, tu sais. Ils voudraient pas, eux, se faire infantiliser non plus, tu sais. Je pense aussi, il faut leur rappeler, là, que si toi, t'es rendu là puis t'es capable d'être autonome, les autres aussi, tu sais. Fait que peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes compétences de leadership, de gestion, ça, c'est correct, mais quand même, tu sais. Mais comme employé, j'ai connu toutes sortes, tu sais, en plus de 25 ans de carrière, j'ai connu toutes sortes de dirigeants, toutes sortes de gestionnaires. Puis quand tu n'as pas la confiance, oui, tu peux être performante, mais c'est pas fluide. C'est dans le bas de la pyramide pas mal. Ah ça, oui, tu vas faire ce qui est attendu de toi, point. Mais quand tu as toute la confiance, quand que ton gestionnaire t'encourage, te soutient, te reconnaît, mon Dieu, tu déplaces des montagnes, puis là, tu livres, puis tu en fais des choses, puis tu es impliqué partout, tu sais. Ça fait toute une différence. Oui. Tu sais, fait que il n'y a pas juste Red Bull qui donne des ailes. Ton gestionnaire qui a confiance en toi, ça donne des ailes aussi. Ah, c'est bon, ça aussi. Vous m'apprenez plein de métaphores intéressantes. J'aimerais parler de l'évaluation de performance aussi. Quand on tombe parler d'évaluation individuelle,
il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont la lubie de faire une évaluation une fois par année, puis on dit, ouais, ce que tu as fait en septembre, là, c'était inacceptable, puis là, il va falloir que tu aies un objectif cette année, puis tout ça, puis la personne devant toi est comme un peu perdue. Pour moi, j'y crois pas. J'ai l'impression il y a beaucoup d'entreprises qui évaluent encore sur ce qui est passé, puis qui ne coachent pas envers le futur. C'est... Avez-vous cette impression-là, vous autres aussi? Ou, mais c'est ça que je sais pas si c'est ça que tu... En grande entreprise. Je te demanderais pas si c'est ça. C'est ça. C'est ça qui est intéressant, là. Tu sais, moi, j'ai connu les deux. J'ai travaillé en agence, j'avais pas ce genre de rencontre-là. Puis, tu sais, je pense qu'il y avait du feedback au fur et à mesure des projets, des semaines, tu sais. Puis, c'était valable. Puis, tu sais, on est plus en mode, en mode projet. Quand on est dans une agence de pub, on a des livraisons. Fait qu'on va se faire un post-mortem après et tout. S'il y a des choses qui n'ont pas bien été, tu le sais assez rapidement. Puis bon. Ouais. Alors que dans une grande entreprise, le fait qu'on ait des grosses équipes, puis pour les gestionnaires et tout, je comprends l'exercice. Ouais. Je comprends l'exercice. Mais tu sais, dans des grandes entreprises, tu as souvent un bilan de mi-année, de fin d'année. Tu as des rencontres de début d'année, mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, dans ces moments-là, on va en profiter pour te donner des objectifs, des alignements, une vision, des attentes. Quand tu peux y participer, bien, c'est encore mieux parce que tu peux te sentir plus engagé, motivé. Puis là, si t'es dans le fond, si tu as contribué à participer, à donner des objectifs, là, tu vas savoir comment contribuer. Puis quand tu arrives à ta mi-année, bien, c'est intéressant parce que là, tu vas pouvoir dire tes contributions, puis tu vas pouvoir dire tes bons coups, tes points forts, les zones d'amélioration, qu'est-ce que tu aimerais? Tu sais, c'est encore le temps de dire, hey, ben moi, j'aimerais ça, aller me former sur ça, tu sais. Puis aussi, c'est des bonnes discussions pour l'évolution de ta carrière. Fait qu'il y a quand même, c'est des moments charnières, on va dire, mais qui sont quand même intéressants, tu sais. Pour maintenir le cap. Pour maintenir le cap, comme tu dis. Puis après ça, ben, à la fin de l'année, là, c'est la satisfaction de dire, hey, je regarde en arrière, là, hey, j'ai fait une Moses de bonne année, tu sais, mine de rien. Puis c'est valorisant parce que c'est un échange avec ton gestionnaire qui en profite pour te donner une tape dans le dos, te fait des bons coups. Mais oui, il y a ces deux moments-là, mais à travers ces deux moments-là, il y a quand même des rencontres récurrentes, là, tu sais, aux 3 semaines, 1 mois. C'est important, ça. Fait que, comme des ça, c'est pas juste 2 fois par année. Si c'était juste 2 fois par année, je suis d'accord avec toi, ça n'aurait pas lieu d'être parce que tu te dis, mais comment je fais pour m'améliorer? Tu me le dis à la fin de l'année, tu sais. Fait que là, au moins, on a, en plus de ces moments charnières-là, ben, on a des rencontres au fur et à mesure. Je trouve qu'il y a eu des belles améliorations là, dans ce sens-là. OK. Puis, mais en autant aussi que ces rencontres-là, ces 3-4 rencontres par année-là, bien, que tout soit rattaché, là, tu sais, genre qu'on se souvienne, OK, on t'avait dit que tes objectifs, c'était ça. Maintenant, tu sais, est-ce que... Puis se donner des façons de mesurer si tu les as réalisés ou pas. Mm-hmm. Parce que beaucoup d'entreprises se disent, hey, cette année, là, il faut que tu focuses là-dessus. L'année suivante, hey, là, il faut que tu focuses là-dessus. Mais OK, mais mes objectifs de l'année passée, j'ai-tu réussi ou pas? C'est ça, là, c'est souvent ça. Je pense que j'aime l'idée de la routine qui vient avec ça. Fait que, tu sais, d'établir que ça soit... Ben, une fois par année, c'est pas assez, là, définitivement pas. Mm-hmm. Mais tu sais, de définir qu'il y a des moments charnières dans une année où c'est sûr qu'il va y avoir une discussion formelle sur les objectifs, sur mes objectifs de développement de compétences, sur plein de choses, tu sais, en lien avec ma performance. Je pense que ça, c'est super important. Je pense encore plus important, les one-on-one. Moi, je dirais 1 fois aux semaines ou aux 2 semaines, personnellement. Okay. Là, ouais, oui. c'est possible. Là, je pense que ça devrait être, au pire, moins long, mais plus souvent. Mm-hmm. Comme ça, c'est aussi possible d'attraper des balles sur « Hey, peut-être que ça va pas bien dans sa vie en ce moment, tu sais, puis que je suis capable, moi, comme gestionnaire, de l'accompagner à quelque part, tu sais, versus quand, une fois par mois, peut-être que l'employé se force pour sortir les bonnes choses. Oui, bien, il y a ça. Après, je pense qu'à côté de ça, de responsabiliser les employés à documenter leur performance. Oui. Tu sais, je reviens sur mon conjoint, mais dans l'entreprise dans laquelle il travaille, ils ont ce qu'ils appellent un brag doc. Fait que c'est un document où, par lui-même, il faut qu'il aille mettre au fur et à mesure de l'année les bons coups qu'il a faits. Fait que, j'ai aidé telle équipe à débugger un problème. On a livré tel projet d'avance, ou peu importe. Mais par lui-même, il était encouragé à faire ça. Puis quand il y a des one-on-one avec son gestionnaire, ben, une fois de temps en temps, ils vont réviser le brag doc. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ça fait aussi que quand tu arrives pour avoir une conversation sur « j'aimerais appliquer sur un rôle à l'interne, j'aimerais me développer dans certaines
dans certaines sphères de mon métier, ben t'as quelque chose aussi sur quoi bâtir. T'as du data, là. Hey, regarde, j'ai fait des bons coups, mais je réalise qu'il me manque peut-être ça ici pour arriver à atteindre cet objectif-là. Fait que je pense que ça de responsabiliser l'employé dans sa performance, aussi. Je pense que c'est super important. Le gestionnaire emporte beaucoup, là, mais l'employé aussi. Ouais. C'est important. En même temps, tu me fais une autre passe, là. Tu sais, qui est responsable de la performance d'une personne? J'ai eu un autre podcast pour la sécurité psychologique, puis quelqu'un m'avait déjà dit toi, Éric, tu travailles au RH, tu es responsable du bonheur des employés. Non. Mais tu sais, c'est qui est responsable de la performance d'une personne? T'sais? Est-ce que c'est le gestionnaire, c'est la haute direction, c'est la personne ou toutes ses réponses? Co-responsabilité à toutes ses réponses. Oui, c'est ça. Chacun en est responsable d'une façon différente. Mais tu disais tantôt, on travaille avec des adultes, justement. Là, tu t'es engagé à venir faire un travail, tu as signé un contrat dans lequel tu dis que tu vas atteindre certains objectifs. Bien, tu as une partie de responsabilité là-dedans. Comme gestionnaire, tu as une partie de responsabilité de t'assurer que la personne a ce qu'il faut pour le faire. Puis comme organisation, on parle de clarté, d'objectifs, de flexibilité. Fait que, tu sais, chacun a un rôle qui est différent par rapport à la performance, mais qui est tout aussi important. Là. Je pense que ça devrait 100% être partagé. Isabelle, t'abondes dans le même sens? Absolument. Tu sais, je veux dire... faut que chacun se responsabilise. Tu peux pas comme juste donner ça dans les mains de ton ou ta gestionnaire. Là. Donc, la performance appartient avant tout à l'employé. Puis s'il n'atteint pas une bonne performance, il y a des raisons derrière. Puis là, c'est là qu'il faut creuser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que cette personne-là est assise dans la bonne chaise? Est-ce que ses mandats correspondent vraiment à ses compétences, à ses intérêts? T'sais, il peut y avoir bien des facteurs qui font qu'une personne ne sera pas performante. Est-ce que l'équipe avec laquelle la personne évolue, ça se passe comment? Y a-t-il beaucoup de roulement d'employés? Il peut y avoir plein de facteurs qui vont influencer la performance de quelqu'un. D'où l'importance d'être capable de lever la main puis de dire « Je suis pas dans le bon contexte, tu sais. Je pense que je pourrais être plus performant que ça, mais... » Je suis pas assis sur la bonne chaise. Oui, exact. Oui. Ça aussi, là, tu parles de responsabilité de l'employé. Je pense que ça en fait partie aussi. Je pense aussi, pour continuer sur la communication, moi, je pense que le gestionnaire, même si tout le monde, je suis d'accord avec vous autres qu'il y a une co-responsabilité, mais le gestionnaire, lui, il doit donner ses attentes puis donner sa propre définition de la performance puis qu'il s'entende avec ses employés. Parce que si l'employé, lui, se croit performant puis le gestionnaire pense qu'il n'est pas performant, bien là, il y a un problème. Mm-hmm. Il reste qu'il y a un problème. Là, fait que c'est important pour le gestionnaire de dire, ben moi, ce que je trouve important, c'est telle affaire. Puis aussi, il faut que le gestionnaire, il a la responsabilité de, justement, responsabiliser puis d'imputabiliser ses employés. Parce que s'il ne responsabilise pas ses employés, ben il va avoir un problème au niveau des performances également. Là, parce que l'employé, s'il ne se sent pas responsabilisé, il ne se sentira pas responsable de ses performances aussi, selon moi. Ah oui. Ça a du bon sens? Oui. Tant que c'est pas tout le temps en train de chialer sur le contexte non plus. Je pense que déterminer c'est qui sont nos leaders négatifs aussi, mais en effet, je pense que tu as bien mis le mot sur responsabiliser l'employé. Oui. Les leaders négatifs, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je pense que si... je veux pas que quelqu'un entende ce podcast-là puis se dise « Ah, ben c'est vrai que moi, dans le fond, mon contexte, je l'aime pas, fait que c'est à cause de ça que je suis pas performant, puis je vais juste m'asseoir sur... » je connais. Oui, il y en a. Oui. C'est ça, fait que je pense que... Puis c'est là où on parle de co-responsabilité, ben il y a aussi le gestionnaire puis l'organisation, mais il y en a qui peut dire « Non, mais là... » Tu sais, c'est peut-être pas ça le problème aussi. Fait que je pense que tout le monde, il faut qu'il y ait un mot à dire dans la conversation, mais que ça soit... Oui, puis aussi, c'est... Bien souvent, des gestionnaires qui me disent, sécurité psychologique, il faut que tout le monde soit voix au chapitre, puis tout ça. Puis moi, là-dedans, je suis supposé d'être le boss, là, mais on dirait que j'ai pas de... Je suis pas... on dirait qu'on me permet pas d'être... Ben, je dis oui, tu as un droit de gérance, là, en tant que gestionnaire. Tu peux dire, ben c'est plate, là, mais c'est ça. Puis si ça fait pas ton affaire, éventuellement, ben tu sais... Peut-être qu'on n'est pas le bon fit pour toi. Je reviens souvent à ça là, dans les discussions que j'ai avec les gestionnaires. Aussi, tu as un droit de gérance, puis c'est à toi de donner... Si tu as des attentes, ça se fait de façon conjointe, là, mais au bout du compte, c'est toi qui as le dernier mot, puis il faut que l'employé comprenne ça en même temps. Là. Oui, sans problème.
pas mal fait le tour sur ce que je pense, ce que je voulais parler. Je comprends que la performance, c'est important, l'alignement au niveau de la performance, c'est important, puis que chacun a une définition qui peut changer, fait que c'est important de le mentionner. Puis c'est important que la communication existe à l'intérieur d'une équipe pour justement être capable de maximiser les performances de tout le monde. C'est un peu ça qu'on a dit aujourd'hui. Y a-t-il des choses que vous aimeriez rajouter qu'on n'a pas mentionnées? Dans le fond, si on prend là, une équipe typique, c'est le fun quand on sent que tout le monde est inclus. Puis quand on se sent inclus puis qu'on peut apporter notre contribution, c'est plus riche. Par exemple, se faire des rencontres d'arrimage, toute l'équipe ensemble, pour savoir sur quoi tu travailles, comment je peux contribuer, comment je peux t'aider, ou avoir des... Je te dirais que dans l'entreprise où je suis, on a le mode agile. Puis le mode agile, ça amène quand même des bonnes choses. Ouais. On va avoir des cérémonies où on va planifier tout le monde ensemble, où on va avoir des revues, des démos, des rétros. Donc, on va pouvoir se pencher ensemble sur qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, ça serait quoi nos leviers, comment qu'on peut améliorer ou s'améliorer comme équipe en continu. Donc, ce genre de méthode agile-là vient aussi cadrer une certaine performance parce que là, tu vas pouvoir mesurer la vélocité de l'équipe. Donc, tu as réussi, après ton sprint de 3 semaines, tu as réussi à livrer combien de points. OK. Là, de sprint en sprint, tu vas voir qui va s'installer, je sais pas, moi, une livraison d'une 50aine de points. Bien là, tu sais que ça, c'est ton barème, ça va t'aider à planifier ton travail, ta capacité. Puis là, quand ta vélocité est toujours bonne ou, tu sais, elle atteint toujours ça, bien là, la vélocité, il ne faut pas le voir comme... cette équipe-là a livré 50 points, puis l'autre 30, puis non, on peut pas comparer. Non, c'est l'équipe avec elle-même. Oui. Puis quand tu as une équipe qui est mature, mon Dieu, qu'on est performant tout le monde ensemble. On n'a pas besoin de beaucoup parler, que quand tout le monde sait exactement quoi faire, que les récits sont clairs, qu'on sait tout le monde où on s'en va, ça va bien. Puis on peut vraiment... on peut témoigner dans les revues, on le voit dans les rétros, comment on peut livrer tout le monde ensemble, puis c'est gratifiant. Puis, tu sais, tout à fait raison. Tu sais, je pense que l'engagement, évidemment, c'est lié de très près, évidemment, à la performance. Donc, si tu as des gens qui sont au courant, puis c'est quand les gens se sentent impliqués dans les décisions, puis se sentent impliqués, tu sais, qui savent où s'en va l'entreprise, puis on voit au chapitre au niveau des processus aussi, tu sais, ils peuvent donner leur avis, puis participer à ça. Mon Dieu, l'engagement est comme fantastique, là, puis c'est ça, tu sais, le modèle top-down là, des entreprises, il faut vraiment, tu sais, moi, je me bats là-dessus, tu sais, je comprends c'est quoi le réflexe là, de contrôle là, de la part, tu sais, de la haute direction et tout ça, puis des gestionnaires, mais c'est tellement gratifiant pour une équipe, tu sais, au niveau de la performance aussi, c'est tellement, quand tout le monde se sent, tu sais, écouté et tout ça, ça a vraiment, ça fait vraiment une différence, je pense, dans les entreprises. Oui, oui. Si moi je peux ajouter, ce serait de faire attention de ne pas tomber dans l'obsession à la performance. Puis tu as parlé, tu sais, qu'on ne peut pas nécessairement comparer les équipes entre elles, mais même les années entre elles. De dire, faut absolument que qu'on soit plus performant que l'année passée. La croissance. Oui, il y a des contextes, des fois. Oui, mais il y a des contextes, exact. Oui. Puis c'est super important de garder la vision d'ensemble quand on fait ces stratégies-là, puis quand on réfléchit à nos objectifs, que c'est pas juste, j'ai fait ça, fait que ça, plus 30%, mon objectif de cette année, puis c'est tout. Tu sais, c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Puis je pense que c'est important d'être agile, d'être flexible dans comment est-ce qu'on définit la performance. On a dit au début que la performance, c'était une conséquence, mais de continuer à le voir comme ça en fonction du contexte qui est actuel puis qui change comme notre organisation évolue. Oui. Bon point. C'est tellement tough, tu sais, on
on a peut-être tendance à chialer contre les gestionnaires depuis le début, là, mais c'est tellement tough quand tu es gestionnaire. Tu as la haute direction qui dit mes chiffres, il faut atteindre nos objectifs. Puis tu as l'équipe en bas qui rame puis qui veut avoir toujours l'information. Là, oui, mais là, c'est quoi le contexte? Fait que tu es toujours pogné entre ça. Puis tu veux en même temps dire oui, mais. C'est correct si on ne fait pas une aussi bonne année que l'année passée pour tel contexte également, mais c'est pas tout le monde qui comprend ça. Fait que c'est important, je pense, de l'alignement, s'aligner, puis en discuter également. Je pense que c'est ça qu'il faut beaucoup retenir aujourd'hui. Moi, je retiens, en tout cas, j'ai vraiment fait une belle rencontre avec vous. Fait que, un gros merci de votre participation. Merci de ta confiance. Merci de nous avoir invités. Vous étiez en sécurité psychologique aujourd'hui? Absolument. Ah, super. Merci. À part le petit couteau en dessous de la table. Mais...